Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour tous vos projets résidentiels, commerciaux et institutionnels, n'hésitez pas à les appeler pour les spécifications. Et j'aimerais remercier Watts, qui est une compagnie représentée par Lajoie, donc pour des drains, des backflow, des PRV. N'hésitez pas à les appeler. Et j'aimerais remercier Bugatti qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer mon ami Éric Bernard du groupe RP. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Éric, suite de l'entrevue de la semaine dernière. Donc, on parlait recrutement. Là, tu arrives, rentres avec recrutement, que là, tu as un réseau de contacts incroyable. Comment était, tu sais, on dit tout le temps en vente, on veut notre premier deal. Tu sais, moi, je me souviens, le premier deal que je fais. Comment ça s'est passé? Tu sais, parce que tu vends... Mais la première chose que tu fais, c'est qu'il faut que tu vendes un mandat pour quelqu'un dise « j'ai un besoin ». Parce que nous autres, on travaille en contingence. Non. C'est-à-dire, on pourrait avoir d'autres types de mandats, mais 99% de nos mandats, c'est en contingence. On a une entente de service, tu sais combien tu nous payes si tu engages par notre intermédiaire un candidat qu'on t'a présenté, puis on garantit le candidat. Fait que tu sais, tu as d'autres modèles qui existent, mais au bout de la ligne, il n'est pas très engageant pour la personne, à part de faire une facture s'il décide d'engager la personne. Mais au bout de la ligne, ça ne coûte rien. Fait que, une fois que tu as compris ça... Attends un petit peu, là. Moi, je connais mes auditeurs, là. Là, ils viennent de sortir une couple d'affaires qu'ils m'ont posées. Comment ça fonctionne, là, sans aller dans le détail concret, comment ça fonctionne dans le recrutement, les mandats? Tu viens de le dire, s'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de coût. Parfait, j'ai un candidat. Comment ça marche? La rémunération sur ça. Bon, nous autres, moi en immobilier puis dans le bâtiment, mon entente type, je te dirais, c'est ça dans 99% du temps aussi, c'est 20% du salaire du candidat de la première année. OK. Fait que c'est ce que ça te coûte, là, au bout de la ligne. Peu importe, y a-tu, tu sais, je donne un exemple, un cadre, un vice-président, un directeur, tu sais, selon la hiérarchie, le pourcentage peut-tu varier? Ou j'ai eu un client une fois qui m'a demandé d'avoir un pourcentage différent, puis d'avoir des fois sur un candidat X, parce que la facture est élevée, puis le salaire, il va dire, tu m'augmenterais-tu la garantie, puis tout ça sur cette embauche-là? Moi, mon attitude, puis tu sais, je disais, je suis entrepreneur, j'ai toute la latitude à ce niveau-là. J'ai pas de trouble. Tu sais, je suis le partner où, tu sais, après 3 mois, là, tu sais, je vais garantir le candidat 3 mois, puis le client... Attends, tu garantis... Oui, que la personne va rester. Parce que c'est ça, tu sais, ça vient quand même... Tu prends un salaire de 100 000 avec une facture de 20 000, si la personne part après 3 mois, tu voudras peut-être plus faire affaire avec un chasseur de tête. Quand tu as passé le 3 mois, normalement, tu es capable de faire un bon chemin, tu sais, avec ta personne. Ça t'appartient à toi comme entrepreneur beaucoup plus, tu sais, à ce niveau-là. OK, fait que de votre côté, vous... Puis ça tu sais, je parle de... Mais le milieu, c'est s'il a passé 90 jours chez vous, après la facture, puis que la facture a été payée dans les 30 premiers jours. Tu sais, pour nous autres, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas utiliser le levier de l'argent. Tu demandes de garantir. Pour l'argent, ça ne ferait pas de sens. Fait que, pour nous autres, il faut que la facture soit payée. Mais on se voit comme un partenaire avec le client. Fait qu'à un moment donné, il faut que la personne reste. Tu n'engages pas quelqu'un pour 90 jours pour qu'il parte le 91e. En tout cas, ça ne te donnerait pas le goût d'avoir une deuxième. Embauche, depuis 2019, j'ai des clients, mais j'en ai un, je suis rendu à 30 embauches. Avec ce client-là. Fait que, à un certain moment... Ça s'est mal passé? Des clients? Non, mais tu sais que tu as eu à faire la garantie de 30. Oui, il y en a toujours. Je touche du bois, là, je veux dire, j'en ai pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça dépend des secteurs puis des marchés. J'ai eu à un moment donné un client qui m'a été référé dans le domaine de la construction, qui était au niveau du métal, des employés de cours. C'est pas mon marché. Je suis plus à l'aise dans le marché professionnel, immobilier. Il y a des secteurs chez nous, techniques, plus manufacturiers, où est-ce que
taux de roulement et de garantie est plus élevé. Dans le commerce de détail aussi. Mais c'est du volume. Contrairement, c'est d'autres choses. Fait que, oui, moi, je suis sur un rythme d'à peu près une 50aine d'embauches par année, mais j'ai des collègues qui font 75, 100 embauches par année là, chez certains, dans leur secteur d'activité. Fait que, ça dépend vraiment des marchés. Fait que, au bout de la ligne, si tu fais une bonne sélection, tu t'organises pour essayer de le limiter, cette partie-là. Tu ne veux pas travailler une embauche. La vraie question, c'est il y a combien de dossiers que j'ai été obligé de remplacer? L'année passée, je pense que c'est 96% de succès là, qui sont restés 3 mois, mais j'ai remplacé 100% des candidats qui avaient quitté. Fait que, à un moment donné, je pense que le gros, c'est ça. Parce que je travaille en contingence. Fait que j'ai pas l'obligation. Le client va continuer à faire son recrutement par lui-même. Fait que, s'il engage par lui-même, moi, je vais avoir travaillé, peut-être pour rien. Fait que c'est à moi de trouver un candidat pour lequel le client va voir une valeur dans mon service, puis dans la qualité du candidat que j'y amène, qu'il n'aurait peut-être pas eu autrement, pour qu'il paye la facture. Mais, ouais, ça veut dire que le côté humain et le côté relationnel que tu as avec le client est primordial dans votre milieu. Là. Parce que si tu arrives, il y a un candidat. Moi, je dis tout le temps, il n'y a pas de mauvais employé. À chaque fois qu'il y a un employé qui quitte, chez La Joie, on a eu à se questionner. Une année, j'ai eu 2 ou 3 départs. Puis j'ai dit, là, j'étais avec Nick, Fred, puis Pierre, puis là, j'ai dit, hey, les boys. Je dis, c'est facile de dire, ah ouais, lui, il fitait pas. Nous autres, comme employeurs, qu'est-ce qu'on a à se poser comme question? Je dis, là, on dirait que nous autres, là, on est blanc comme neige dans le dossier. Il y en a un, OK, peut-être problème d'attitude de l'autre. On aurait-tu pu voir ça à l'embauche? On a à se questionner. Oh my God! Mais c'est vrai que là, maintenant, les côtés, on parlait des valeurs, le côté relationnel, le fit, ça doit être primordial dans ton taux de succès. Là. Je pense que oui. Et avec le client et avec le candidat aussi. Si tu as un candidat qui est trop détaché du processus, puis tu ne réussis pas à bâtir un lien avec, tu sais, moi, dans un processus d'entrevue, parce que moi, je fais ce qu'on appelle la chasse 360, c'est-à-dire que j'ai des clients, mais je rencontre aussi des candidats pour mes clients, mais j'ai des collègues qui ne font que du recrutement. Eux, j'ai pas de... Puis ils m'amènent des candidats pour mes postes. Mais cette relation-là des deux côtés, puis la compréhension des besoins est super important. Tu sais, moi, c'est clair, quand je commence une entrevue avec quelqu'un en Teams, je dis, OK, on se parle aujourd'hui, là, j'ai pas le temps de rencontrer du monde pour remplir une base de données. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, je te rencontre, soit parce que je t'ai approché, ou peut-être tu m'as envoyé ton CV, parce que ça vaut la peine qu'on se rencontre, que je vois que j'ai un potentiel. J'ai au moins 1 à 2 idées de postes à travers mes clients, tu sais, qui sont possibles. Mais 50% du temps, on finit l'entrevue et dire non, le fit n'est pas bon, mais j'ai une autre idée, par exemple. Oui, c'est ça. Tu le vois ailleurs. Fait que tu le vois ailleurs, mais c'est parce que tu as vu quelqu'un qui a une expérience qui peut être pertinente. Fait que oui, le côté humain est primordial là-dessus. Puis même, juste de comprendre comment tu investis ton temps, comment tu le communiques aux clients. Y a-tu d'autres processus en cours, pas d'autres processus en cours? Tu sais, c'est plein de facteurs qui font en sorte que ça augmente ton taux de succès. Puis l'expérience au niveau du candidat, puis l'expérience au niveau du client aussi. Là. Je pense que tu viens de dire quelque chose qui est important. Tu sais, souvent, il y a un mythe dans le recrutement. Des requins, des sales guys. Mais tu sais, de votre côté, moi, c'est quelque chose que j'ai pas eu à faire à vos services, mais c'est quelque chose que ça m'a tout le temps... tu sais, ça a tout le temps primé chez vous, c'était le travail d'équipe. Tu viens de le dire. Moi, je travaille, je suis 360. Je vais rencontrer des candidats, je vais aller chercher des mandats. Par contre, j'ai des personnes chez nous qui vont chercher que des candidats. Puis tu sais, le travail d'équipe, où ce que il dit, ah, ouais, tu rencontres quelqu'un, puis il fait, j'ai un fit pour toi, je vais te faire rencontrer Eric. Hey, le travail est primordial là, au niveau pour trouver des nouveaux candidats, ce côté-là. À l'interne, comment ça fonctionne?
On parlait de ça parce qu'on a rencontré un candidat dernièrement, puis là, on expliquait que nous autres, le travail d'équipe est primordial. Fait que les bonus, c'est des bonus d'équipe. Il peut y avoir des bonus individuels sur certains dossiers, mais majoritairement, nous autres, on essaie que tout soit axé sur le travail d'équipe parce que le travail d'équipe fait partie de nos valeurs. Vous autres, comment ça fonctionne? Je ne veux pas aller dans le détail. Oui, non. Il y a 10%, mais il y a un pourcentage qui s'en va à la boîte, sûrement, là, pour les espaces. Oui, c'est parce qu'il est différent que dans notre cas, nous autres, la commission est séparée selon... La boîte finance toute notre business. Fait que, Éric Bernard Corp, là, à l'intérieur, a comme un compte avec des revenus puis des dépenses. Fait que les dépenses, ça peut être les frais de développement, ça peut être du marketing, ça peut être des frais de recruteurs qui, eux, financent, amènent, puis il y a un pourcentage qui va à eux autres. Ça va dans mes dépenses aussi. Puis moi, je peux porter le double chapeau. Fait que, quand tu regardes, si je fais un 100%, parce que j'ai le candidat puis j'ai le client, ben il n'y a pas de dépenses externes autres que les frais généraux de bureau qui sont déjà entendus avec eux. Mais eux financent 100% de la business. Quand il y a des factures, je les amène, puis ça s'en va dans le compte. Puis on se partage ça selon nos ententes après. Ça, c'est pour un directeur de compte. Les recruteurs ont un package différent, mais oui, ils ont des incitatifs à ce que ça fonctionne, puis qu'on travaille en collaboration. Il y a un modèle qui est assez performant à ce niveau-là, assez que j'ai pas vraiment connaissance. Quand je te dis on a passé de 28 à 80 personnes, qu'il n'y a pas personne qui est parti de chez nous pour s'en aller chez la compétition. Depuis 2019. C'est pas vrai, j'en ai vu une qui est partie par elle-même et est revenue 2 semaines plus tard. Ouais, elle dit, c'est quoi, les livrables n'étaient pas là, puis je suis bien. Au groupe RP, je suis bien là, puis elle est revenue. Puis ça, c'était il y a 2 semaines. Sinon, c'est... Puis, ils ne sont pas très vite à la gâchette, mais il y a des personnes qui, à un moment donné, c'est peut-être pas leur job. Ils ne sont pas assez performants. Mais, il y a des boîtes qui, après un mois, vont dire « ciao, bye ». Nous autres, ils essayent de donner tous les outils, puis l'encadrement, puis la formation pour que ça fonctionne. Fait que, il y en a un, qui est parti pour la compétition, après qu'on a dit « regarde, ça ne marche pas chez nous ». Tant mieux s'il est heureux ailleurs. Mais normalement, on ne perd pas de monde. La culture d'entreprise est forte, est bonne, puis le modèle aussi, il est bon en termes de collaboration, de rémunération, pour que le monde travaille ensemble. Mais on n'est pas forcé à travailler avec personne. Moi, je pense que ce qui fait à force d'être dans une grosse boîte, tu le disais tantôt, là, c'est le réseau, puis le réseau de tout le monde. Puis il y a un maximum de personnes que je peux rencontrer dans une journée ou dans une semaine. Exact. Fait que si je compte pas, je te dirais 2 embauches sur 3, c'est un candidat qui me vient d'un recruteur dans l'équipe ou d'un autre directeur de compte qui a peut-être rencontré quelqu'un parce qu'on porte les 2 chapeaux. Je te disais, fait que ça, c'est une chose. Puis, l'année passée, 2 mois d'évaluation annuelle, j'ai juste rentré une stat qu'eux autres, ils n'avaient jamais vue avant. Ça me tentait de le mettre dans mes affaires, qui est le nombre de personnes qui ont été impliquées dans mes embauches l'année précédente. J'avais 24 personnes différentes. Wow. Dans l'entreprise. Fait que ça, c'est le fun, parce qu'il y a des divisions qu'à part socialement, on se parle peu. Notre équipe, nous autres, qui est en santé, alimentation puis pharmacie, je les vois très peu en immobilier. Fait que, commerce de détail, des fois, on va se croiser sur certains types de profils. Quelqu'un qui fait de l'aménagement commercial pour une compagnie dans le soulier, ça peut être quelqu'un qui a travaillé pour un propriétaire immobilier aussi. À un certain moment, des fois, tu as certains profils. Puis ça, c'est l'avantage de la structure où est-ce qu'on est, puis on n'est pas cloisonné, puis on peut collaborer ensemble. Puis de la base de données, on a une base de données de peut-être 300 000 candidats? Ouais, non. Fait que, tu parlais de réseau tantôt, là, c'est ça la force aussi. Il y en a beaucoup en chasse de tête qui ont des petites firmes boutiques. Sont dans leur sous-sol, sont tout seuls, puis tout ça, puis ils fonctionnent très bien, connaissent le marché, mais ils n'ont pas la capacité. Moi, je voyais l'immobilier, la construction de bâtiments comme des industries, et non pas juste pour des métiers. Fait qu'un comptable, on a une équipe en finance et en comptabilité, le comptable,
Ben, dans une compagnie comme La Joie ou dans une compagnie de construction ou une compagnie immobilière, des fois, tu as des habiletés qui vont aller d'un à l'autre. Puis c'est hyper pratique. Fait que, on a des personnes chez nous qui se spécialisent par métier, ou moi, c'est l'industrie. Ouais. Ben, en fait, tu regardes où ce que ton réseau de contacts puis où ce que tu as un fit. Ouais, mais il faut que tu focuses d'une certaine façon aussi. Parce que, tu sais, ton réseau, il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu sois présent. Fait que, tu sais, j'ai un de mes collègues, lui, 80% de sa business, c'est l'architecture puis le design. Fait que, tu sais, c'est ça, mais il en touche un peu d'autres choses aussi. Moi, 80% de mon marché, c'est de l'immobilier ou des personnes, puis j'ai quelques entreprises qui tournent alentour parce qu'ils sont dans le réseau, puis je comprends bien. Tu sais, j'ai quelques clients d'efficacité énergétique parce que je comprends le marché, je comprends les besoins, puis ça me permet d'offrir quelque chose dans ce secteur-là. J'ai 2 bureaux d'avocats avec qui je travaille, mais qui sont présents en immobilier, qui sont très actifs. Puis j'ai une équipe de recruteurs en juridique. Fait que, tu sais, je suis capable de les servir dans leurs autres besoins, puis tout ça. Fait que ça, c'est le fun. Mais je te dirais, ceux qui sortent de mon core, il faut que ça soit du monde avec qui j'ai vraiment une bonne relation, puis du plaisir au niveau de la business. Là. Tu sais, t'es arrivé, Eric, en 2019 en recrutement. Et en 2020, on a subi un petit changement au niveau planétaire. Comment? Tu sais, t'es passé de contact personne à personne à on switch 100% informatique. Ben, 100%. On a fait 100%. Là, je vois une tendance revenir. Comment tu as vécu ça? Je te dirais ce qui a été le plus dur, parce que moi, je demeure quelqu'un qui est encore dans l'industrie socialement actif. J'ai un groupe de réseautage, je suis impliqué dans Beaumont. À un certain moment, c'est ça. Fait que je demeure quand même. Puis tout ça a arrêté. Quasiment du jour au lendemain. Je disais, tu 2019, tu es arrivé en 2020. Pendant un grand bout de temps, je disais que j'avais plus d'expérience comme chasseur de tête pandémique que pré-pandémique. Fini, pas fini. Ça va toujours rester dans le paysage, là, d'une certaine forme. Mais c'est un peu ça. Mais oui, ça a changé beaucoup la façon de travailler. La pénurie de main-d'œuvre, elle existait avant. Ah, c'est-tu accentué? Oui, puis c'était déjà prévu. Est-ce que la pandémie... Ça fait au moins une dizaine d'années qu'on le sait qu'en termes de génération, il y en a plus qui sortent qu'il y en a qui arrivent. Fait qu'on se racontera pas d'assez. Puis en termes de technologie, puis d'automatisation, puis là, il y a l'intelligence artificielle qui s'en vient. Mais c'est encore pas assez vite pour compenser. L'immigration, déjà, mais il y a des métiers pour qui c'est plus compliqué, l'immigration. Tu sais, arriver... Pour la plupart des chantiers, tu ne peux pas retrouver la même job en construction que tu avais au Maroc et en Algérie du jour au lendemain. Tu ne connais pas les processus, les façons de faire. Déjà, tu sais, un bâtiment, c'est 4 minutes. À un certain moment, il y a des choses qui sont similaires. Il y a une adaptation, mais la culture de l'industrie, du mode de fonctionnement, puis tout ça, il y a une démonstration à faire. Puis l'autre réalité, c'est que dans la majorité des cas, puis ça, c'est un challenge, nous disons, les personnes nous engagent, puis ils payent une facture, qui gagnent bien notre vie, mais pour avoir quelqu'un qui est capable de faire la job, ou tu le sais qu'il va être capable de la faire efficacement, tu sais, à très court terme. Sinon, tu n'engages pas quelqu'un. Tu prends un des CV, une chance, tu le formes, tu l'accompagnes, tu vas aller chercher des gens. Tu sais, il y a un paquet de solutions aussi autres que la chasse de tête. Mais en général, tu vas aller chercher des candidats que tu n'aurais pas autrement ou que tu ne pourrais pas te développer autrement. Tu disais, comment tu fais tes premiers, tu sais, des clients, des différentes façons de les faire. Tu sais, moi, il y a eu un propriétaire immobilier que je connaissais avant. À un moment donné, il annonce un poste. Je sais que j'ai un bon candidat. Je connais sa culture d'entreprise depuis longtemps. J'envoie un courriel à la VP, puis je dis, j'ai un bon candidat. Elle me réfère à son bras droit. Il dit, ouais, mais j'ai déjà une trentaine de CV, puis j'ai déjà 2-3 personnes que je rencontre. Puis il me dit, ben, je peux te rappeler. Je dis, honnêtement, t'as quoi à perdre? Tu me signes le mandat. Si mon candidat que je t'envoie n'est pas meilleur avec la facture, tu ne l'engages pas, puis c'est tout. Hey, au bout de la ligne, c'est devenu un de mes meilleurs clients. Mais c'est ça la logique. Pour de vrai, quand tu repenses à ça, tu te dis, tu as 0 risque. Là. Techniquement, c'est ça.
Il n'y a pas de risque. Si tu ne l'aimes pas, le candidat, tu ne l'engages pas. Le seul risque que tu dis que tu pourrais avoir... C'est du temps. C'est du temps. Dans mon cas, moi, oui, j'ai 0 risque, mais tu n'investis pas ton temps parce qu'à un moment donné, je payais 0 si c'est juste à la performance. Mais pour le client, le risque qu'il y a, s'il ne voit pas la valeur dans le candidat, c'est que est-ce que ce candidat-là aurait appliqué directement ou il aurait été capable d'aller le chercher sans mon intervention? Peut-être. On le saura probablement jamais. Mais dans le marché actuel, là, il n'en pleut pas des candidatures nulle part. Fait que évidemment, ça ne changera pas demain matin non plus. Puis tu parlais de la force du réseau. Ben un candidat, nous autres, peut-être 5 à 15 %, dépendamment des industries, des candidats qui, jusqu'à un certain point, sont en recherche active. Ils n'ont pas de job, ils s'en cherchent une. Ou encore, sont décidés à partir, puis eux autres, la première responsabilité, c'est de regarder les job boards, puis d'appliquer tes voix. Puis tu as un 5 à 15 % qui ne bougeront jamais. Tu comprends-tu? Où les chances sont qu'ils ne bougeront pas, c'est leur entreprise, ils sont là pour la vie. Nous autres, on joue entre les deux. Le premier 5 à 15 % qui applique, on veut les connaître. Pas parce que si, par exemple, je suis client, cette personne-là applique, c'est pas pour ça. Mais si j'ai un bon candidat qui applique chez vous, mais il est bon pour quelqu'un d'autre aussi, c'est mon client, je vais être capable de l'amener à un endroit où est-ce qu'il n'aurait pas vu qu'il y avait une valeur pour lui. Ou des fois, ils ne connaissent pas, eux autres, les opportunités dans le marché. Nous autres, on les voit. Fait que je veux les connaître, ces 5 à 15-là. Fait que oui, les clients payent parce qu'ils veulent qu'on connaisse les candidats qui sont actifs. La grosse réalité, là, c'est qu'on joue entre 90 à 60. Il y a un pourcentage de 60 à 80 % à peu près des candidats qui sont passifs, puis la bonne opportunité va exister. Il n'existe pas pour le monde. Mais des fois, moi, j'en ai du monde qui m'appelle, qui me dit « Éric, si j'avais quelque chose qui ressemblait à ça, si tu réalises ma prochaine étape, ça serait ça. Je suis pas malheureux, mais je serais rendu là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il y en est? » Puis ils font la même chose avec notre autre monde. Des fois, il y a du monde qu'on a rencontré il y a 3-4 ans, qu'on sait qu'ils sont dans un cycle de 3 à 5 ans, qu'on recontacte, qu'on a développé un lien avec eux autres, puis ils nous répondent, à moi ou à un collègue. C'est là que ça vaut de quoi, puis qu'on va chercher quelque chose de complémentaire. Ouais, c'est tout le... En immobilier, moi, je dis, des fois, il y en a qui me disent « il n'y a plus de deals comme ça. C'est des deals dans le temps. » Puis là, je dis « Pourtant... moi, je suis sorti de l'immobilier durant la période de la COVID où tout s'envolait. Puis là, je reviens. Puis encore, là, je viens d'acheter un immeuble. Et les gens, ça n'existe pas. Puis là, comment ça n'existe pas? Je viens de signer ça il y a 2 semaines. Là, ils disent, je check sur Centris. Mais là, tu viens de me dire, je dis, t'as-tu trouvé le secteur où tu veux aller? Ouais. Parfait. Tu t'es cogné à toutes les portes? Hein? Non, mais je dis, comment tu penses que je vais chercher ces deals-là? Je fais mon jogging. Hey, une madame, elle a 88 ans. Elle est en train d'entretenir son terrain. Ça fait 2 fois que je la vois, là, elle a de l'air peinée. Hey, je vais aller la voir. Bonjour madame, comment ça va? Ouais. Si jamais vous pensez vendre... je suis intéressé. Je n'ai pas vu votre propriété, mais j'aime la localisation. Vous entretenez bien le terrain. Parfait. J'obtiens des coups de fil comme ça. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Je dis, regardez, si jamais ça vous tente, je vais venir prendre un petit café, on regarde ça ensemble. Puis j'ai telle propriété, vous pouvez le voir. Moi, j'habite à tel endroit. Ah, ouais. Comme ça, je signe des deals. C'est comme ça, Eric. Mais les gens, ils voient pas ces deals-là. Puis ces deals-là, ils n'existent pas. Théoriquement, là, des fois, j'appelle mon agent d'immeuble. Moi, je prends tout le temps un agent d'immeuble. J'ai un de mes chums, Mathieu. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Puis il me dit, t'es mon seul client qui me paye, j'ai une commission X, qui dit, tu me payes pour comme structurer le deal pour les banques. Oui, parce que écrit sur la feuille de papier, je trouve que ça ne va pas sérieux. On fait une vraie offre, bien sérieux. Puis moi, quand je t'amène un deal, il y a un base free, il y a un base fee, puis c'est celui-là. Puis les autres, on le traite. Mais 80% de mes deals viennent de là. Puis c'est un peu ça, je pense, que vous faites. Vous défrichez des candidats qui n'existent pas.
qui n'existe pas naturellement pour l'employeur. Puis des fois, la job n'existait même pas. Puis là, moi, c'est des dossiers, des fois, le plus le fun. Quelqu'un qui se voyait pas faire une job X. Puis là, tout d'un coup, je dis, il me semble que je te verrais là. Tu sais, à un certain moment, tu sais, j'ai pris quelqu'un, ingénieur de formation, qui est en gestion de bâtiment, puis c'est rendu bras droit de Benoît chez TST. Tu sais, à un certain moment... Ah oui? Oh, oui. Fait que, tu sais, mais tu sais, Benoît m'avait dit, tu sais, avec Louis puis Robert qui s'en vont, tu sais, à un certain moment, je vais peut-être avoir besoin de quelqu'un, mais il n'y avait rien d'écrit. Mais des fois, c'est juste d'être à l'affût. La job n'existait pas, là. C'est ça. Tu sais, un peu la même chose. Encore, Benoît, il y a 3-4 mois, je le croise, puis il me dit, là, je suis trop impliqué dans les offres de services, ça prend trop de mon temps, il me semble que je peux pas. Mais on avait sourcé 4 candidats pour une firme d'architecture en rédaction d'offres de services. Tu ramènes. Puis la meilleure candidate s'était retirée du marché parce que c'était trop vite pour elle de son retour de congé de maternité. Elle habitait sur la Rive-Nord. C'était trop loin de venir au centre-ville. Elle était à 3 rues de leur bureau. Tu sais, moi, un drapeau lève, un autre drapeau lève, un autre drapeau lève. Puis, tu sais, à un certain moment, tu te dis, ah oui, c'est ça. Ça a pris une entrevue, puis ils l'ont engagé, là. Ouais, surtout Ben, il a un bon fit, là. Tu sais, c'est un gars easygoing, ça va. C'est un gars exigeant, mais c'est un gars qui, tu sais, il s'adapte bien à tous les profils. Mais tu sais, moi ce qui me stimule, c'est le fun d'avoir un mandat, tu trouves la bonne personne, tu l'amènes, mais aussi d'avoir, tu sais, ces petits challenges-là, des fois, tu sais, au niveau de la job, de le faire différemment, que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chasseurs de tête qui connaissent l'industrie, il y en a qui sont capables de le faire aussi. Ça permet de te différencier dans le marché puis de devenir plus un go-to que juste un autre chasseur de tête. Parce qu'il y en a d'autres qui travaillent bien, qui travaillent fort aussi. Là, mais à un certain moment de différencier. Des fois, de savoir penser un peu à travers la boîte, puis c'est ce qui me stimule beaucoup. Là. Y a-tu des... je me souviens d'avoir vu des films dans le temps, des headhunters, qui a comme un mandat, puis là... Il est comme ouvert à tous les films. Ça existe-tu vraiment? Ça, tu as ça en TI. Puis, tu sais, pour revenir en arrière, tu sais, moi, quand j'ai commencé, on s'appelait CATIT, la division dans laquelle je travaille, parce qu'ils voulaient rentrer dans le marché des TI. Mais le marché des TI, c'est pas mal ça. C'est la course aux candidats. Tu as un candidat, là, c'est le premier qui le place. À peu près toutes les firmes de chasse de tête en TI ont des ententes avec tous ceux qui engagent. Puis, c'est le premier qui envoie le CV du candidat quand il y a un nouveau poste qui roule. C'est une... Je serais pas... Moi, c'est pas le modèle d'affaires que je serais heureux dedans. Comme, tu sais, tu as toute la chasse exécutive. Tu sais, un de mes premiers placements, ça a été une VP immobilisation pour un grand détaillant. Tu sais, au niveau immobilier, puis tout ça. Tu sais, il voulait avoir quelqu'un, une grosse bannière. C'est un poste de VP, tu sais, salaire, puis tout ça. Intéressant, mais souvent, ces mandats-là vont se ramasser ce qu'on appelle la chasse de tête exécutive. Là, c'est un vrai processus RH. Shortlist, préqualifié candidat, psychométrique, envoyé. Tu sais, c'est des processus de 3 à 6 mois. Naturellement, les chasseurs de tête, on aime ça, les deals qui roulent rapidement. Les clients qui sont... C'est pas toujours quick, parce que les mandats sont pas faciles. Des fois, ça peut être plus long, même sur un candidat, mais faut que ça reste actif. Tu sais, moi, faire du paperwork parce que tu fais un rapport de 5 à 6 pages sur chacun des candidats, c'est correct qu'il y a un besoin puis un processus pour ce type de poste-là. Il y a quelqu'un qui le développe chez nous, mais moi, c'est pas le type de pratique que je voulais. Comme tu parlais tantôt au niveau TI, mais c'est souvent du contractuel. C'est-à-dire, c'est de la location de personnel. Nous, on a la licence pour le faire, les assurances, mais on le fait à peu près pas. On va le faire pour rendre service à un client. J'ai un de mes gros clients dans le développement, il dit « Eric, j'ai une maladie, 2-3 mois, une adjointe en location immobilière, tu peux-tu m'aider? » Oui. J'avertis pas les autres, quoi que ce soit. On n'est pas guiré sur du temporaire, mais on est capable de le faire. Je l'ai fait pour un centre commercial, un superviseur aux opérations. Il est à vendre. Je ne sais pas si l'acheteur va vouloir en avoir. Es-tu capable? Il l'a fait. Un autre, c'était la caisse de Ivanhoe Cambridge. Je vendais un actif. Ben, je l'ai loué, je l'ai pris sur mon payroll. Je payais à tous les 2 semaines. Puis tout ça. Puis l'acheteur a converti l'employé que j'avais loué à terme. On a des ententes, des façons de faire. Mais je n'ai peut-être 3, 4 comme ça depuis 2019. C'est un autre mindset. Si tu veux, c'est une belle business dans le recrutement pour quelqu'un qui aime faire ça, qui peut être super payante, mais il faut que tu roules, il faut que tu aies une banque de candidats assez grande.
qui sont presque juste avec toi pour que quand il y a un contrat qui finit, tu le places sur un nouveau, parce que sinon, tu vas le perdre dans un autre film de chasse de tête. C'est une autre organisation du travail. C'est un autre mindset. Tu sais, la façon que vous procédez, je pense que c'est du long terme. C'est vous bâtissez des relations. Moi, c'est un peu comme des mandats en TI où ce que je vois, là, que c'est la course. C'est même pas la qualité du service comme la rapidité du service. Puis ça, des fois, ça devient moins intéressant. T'sais. Il y avait une question, puis je le sais que les auditeurs, quand j'ai des gens qui viennent au podcast, c'est qui te reçoit, je pose ça. Hey, tu demanderas ça. Question qu'un de mes auditeurs a demandé, c'est au niveau recrutement de la nouvelle génération. Tu sais, où ce que il y a eu une indépendance par rapport au travail. Je regarde, mettons, ma génération où c'est comme, il faut un job, il faut là où les loisirs ne tombent pas la priorité numéro 1. Comme recruteur, comment vous voyez ça? Parce que des changements d'idées, Oui, mais tu sais, on avait organisé un événement de secrétaire, c'est dernièrement qu'on a fait venir un conférencier en RH. Tu sais, même je suis dans l'industrie du RH, je ne le suis pas, mais ça m'intéresse parce que oui, ça vient impacter. Puis là, j'ai réalisé en regardant ça que les aides, j'y connaissais peu. Tu sais, les nouveaux, parce qu'on vient à la même chose, c'est souvent des étudiants, et ça, c'est pas notre naturel, nous autres. Peut-être plus mes collègues qui font du commerce de détail, tu sais, des... Ouais. Mais moi, dans le service professionnel, en gestion, j'en ai peu de ce monde-là. Puis c'est une industrie comme la construction, même l'immobilier est très immobile. Fait que, tu sais, à un certain moment, ça change, mais c'est ça. Fait que je les connais peu, mais de ce que je vois, je me questionne en ce moment sur comment, quand la vie va avoir suivi son cours, ils vont pas continuer à ressembler aux autres. Fait que, tu sais, oui, une question de technologie, oui, une question de flexibilité, mais s'ils décident d'avoir des enfants, ben peut-être que la priorité de certaines choses va changer aussi, puis ça va changer. Fait que, tu sais, à un certain moment, c'est normal que chaque génération soit différente, mais ça, tu sais, la vie fait en sorte que ça se ressemble. Tu sais, ou c'est peut-être différent, c'est demande pas à un jeune qui est vraiment né dans la technologie d'aller faire une job 100% papier. Tu sais, à un certain moment, il va dire, c'est pas sérieux, c'est quoi cet employeur-là? Tu sais, à un certain moment, après ça, tu sais, on parlait de la marque employeur, puis des affaires comme ça. Oui, les jeunes sont beaucoup plus réceptifs à ça. La pandémie a amené que les autres générations s'y ont intéressé beaucoup plus. Là, c'était naturel, là. Je le voyais au niveau de certaines compagnies, quand je te disais, je faisais l'aménagement de bureau, puis là, on le réalise dans le recrutement. Tu as des employeurs qui me disaient qu'on faisait des sondages, les employés viennent nous voir, puis ils nous demandent où je vais travailler, comment je vais travailler. C'était devenu un facteur. Si tu me mets dans un bureau, pas de lumière, ou coller ses autres avec un mur de tapis de 4 pieds entre nous autres, ça ne m'intéresse pas. Non, je vais. Oui, il y a ça. Le milieu de travail. Mais c'est encore là, ça change. On est en pleine transition à ce niveau-là. C'est incroyable. Mais il faut que ça soit connecté. Il y a des demandes, puis c'est pas nécessairement les aides. On reçoit en ce moment beaucoup de candidatures, on dirait, de personnes qui sont déconnectées aussi de la réalité. La pandémie, tu sais, un gestionnaire immobilier, là, un gars d'exploitation de CVAC dans une bâtisse, là, tu peux peut-être voir certaines choses le soir pour la fin de semaine de chez vous, là, mais il faut que tu sois là, tu sais, à un moment donné, c'est la présence. C'est ça. Fait que, tu sais, un couvreur, c'est sur un toit, tu sais, à un certain moment, j'aimerais ça être un gestionnaire d'immeubles à bureau, mais en télétravail. Ça marche peut-être pour des bâtiments industriels que tu loues à des tiers, qu'il y a peu de maintenance, qu'il y a des choses, mais pas pour un immeuble à bureau. C'est un milieu de vie, c'est un milieu de travail, tu dois être là. Surtout vieillissant, tu sais, je pense à un de mes amis que, tu sais, moi, je dis, hey, t'as une bâtisse, t'as du gouvernement, t'as 2 projets par année. Il dit, ouais, ça, c'est ton opinion, Bruno. La réalité des feux, là, il y en a à tous les jours, toutes les heures. T'as travail. C'est un évier bloqué.
Et là, je dis, ouais, mais il y a Dan qui peut s'occuper de ça. Puis là, il me dit, oui, mais ils veulent pas parler à Dan. Ils veulent parler au gestionnaire. Parce que pour eux, ce problème-là, c'est un problème d'une priorité numéro 1, puis ils veulent s'assurer que ça soit la priorité. Fait qu'un gestionnaire, ça n'a pas le choix de gérer là. Mais ça, c'est difficile. La question du télétravail doit faire partie, bon, selon les métiers, mais doit faire, avant ça, c'est des exigences. Comme il y a des candidats qui nous le disent très clairement, d'autres plus longtemps, que je veux travailler 4 jours. Tu sais, tu n'avais pas ça avant. Mais tu sais, quelqu'un, un gestionnaire immobilier pour du condo en 4 jours. Mais il y a des concierges, il y a des personnes. La personne, elle va être disponible la 5e journée au téléphone. J'en ai placé 2 cette année, des gestionnaires immobiliers, 4 jours. La transparence est claire. Tu sais, l'autre, c'est un immeuble à bureau, presque locataire unique, mais il y a une administratrice de propriété, une adjointe, qui, elle, est là pour les 5 jours, occupe le bureau. Il y a différentes façons d'approcher ça. C'est pas vrai que ça peut pas évoluer. Non, ben ça a pas évolué. Mais tu peux pas être 100% en télétravail. Fait que là, sinon, il faut que tu t'en ailles dans un autre créneau pour gérer du bâtiment. Tu peux gérer... tu peux faire du facility management. Ça, oui, il y a des choses qui peuvent être faites à distance. Une partie du temps, mais tu vas devoir aller voir les immeubles. Tu peux pas faire de l'audit énergétique sans les visiter bâtisses. Oui, ton rapport, tu peux le faire pendant que tu es à la maison, mais à un certain moment, il va falloir que tu y ailles. Il va falloir être les 2 pieds dans la place. Là. Fait que, tu sais, OK, tu n'as peut-être pas besoin d'aller au bureau juste pour assumer une présence, mais c'est pas 100% à la maison, c'est pas vrai. Fait que, tu sais, à un certain moment, oui, il y en a qui font de la simulation à distance. Tu sais, regarde, il y a des choses, mais si tu veux progresser, là, c'est quoi? Il faut que tu sois sur place. Là. Ben, en tout cas, chaque métier a sa réalité. Mais il faut être réaliste à travers tout ça aussi. Il y a des réalités de métier, il y a des réalités de marché. Puis... Non, regarde, il y a des défis en ce moment que oui, les conditions de travail imposées pendant la pandémie est venues jouer dans la tête. Mais sais-tu quoi? C'est des conversations que j'ai pas de trouble à avoir avec les candidats. Moi, j'aime mieux être direct avec eux autres, puis transparent. C'est des straight talk, là. Oui, mais c'est ça. Fait que... je pense que c'est la meilleure façon. Puis ça l'aide à bâtir le lien avec les candidats aussi. Oui, bien, ça te permet de comprendre l'individu puis de voir avec qui ça va fitter. Tu sais, ce genre de questions-là, ça lève d'une certaine façon des flags à dire oui, non, oui, non. Tu sais, je me souviens, j'avais Denis Tremblay de TLA qui m'avait dit ce que je vois, moi, Bruno, c'est que les gens qui sont pas présents sur le terrain, tu sais, comme technicien ou architecte, tu veux-tu faire des marches pendant 10 ans ou tu veux progresser? Si tu veux progresser, ben il faut que tu te tiennes avec les autres. Tu sais, si tu restes chez vous tout seul, on va te donner ce qu'on est confortable de te donner, puis ça va évoluer à la vitesse que tu vas aller. Tandis que quand tu es sur place, sur le terrain, ça va évoluer beaucoup plus vite, tu sais, dessus. Comment vous voyez ça? Tu sais, il y a l'offre et la demande, on est en pénurie de main-d'œuvre. Ce qu'on a vécu en immobilier, pénurie de maison, surenchère. Ben, moi, à travers l'immobilier, j'ai beaucoup de clients en évaluation immobilière. T'sais, ça fait partie de l'écosystème qu'est-ce qu'il y en est. Évidemment, avant la hausse des taux d'intérêt, même pendant la pandémie, tu sais, t'en achètes bâti quoi que ce soit, trouver un évaluateur qui est capable de te faire un rapport dans un délai raisonnable. C'est vrai pour d'autres métiers aussi. T'sais, là, ça ralentit beaucoup. Il y en a qui cherchent des jobs, des techniciens d'évaluation, des évaluateurs. Mais à un certain temps, il faut... Puis je parlais avec des clients, ils pensent de plus en plus à former. Fait que les aptitudes sont plus les mêmes. L'attitude doit être là, la volonté. Fait qu'on regarde des profils, des fois, de personnes. En ce moment, les courtiers immobiliers, je reçois des tonnes de CV de courtiers. Puis il y a du monde que je connais, puis je suis surpris. Tu sais que ça a un changement. Mais je me dis, mais ça, souvent, c'est de la vente, du développement d'affaires. Mais j'essaye de voir, est-ce qu'il y a des skills qui sont parallèles? Tu sais, à un certain moment, que tu peux dire, la personne était dans tel domaine avant, puis des connaissances en immobilier. Oui, peut-être je peux les amener pour un gestionnaire, mais si tu me dis que tu faisais 120, 150 000 comme courtier, puis là, tu es obligé de faire un pas en arrière ou un pas de côté, oublie ça, là, ça marche pas. Fait que ça c'est une autre chose aussi, là.
Oui, c'est ça, les demandes. Là, on va parler salaire parce qu'il doit y avoir plein d'autres demandes, là, mais les demandes salariales, y a-tu encore une grosse déconnexion? Tu sais, moi, je l'ai vécu, là. Je l'ai vécu, puis je te dirais, là, je le vois avec mes 4 derniers candidats qu'on a, 4 nouveaux employés. On dirait que la déconnexion entre la réalité puis... Mais, tu sais, il y a deux choses. Oui, mais en général, nous, on fait un pre-screening là-dessus. Oh, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça change un peu la donne. Tu sais, toi, tu me dis, Eric, pour tel poste, 80 000 de salaire, mais je vais dire, OK, as-tu de la flexibilité pour un super candidat? Puis on va essayer de tomber là-dessus. Encore là, des fois, peut-être un peu plus, je vais l'envoyer pareil, parce que des fois, tu sais pas comment ça peut changer. Puis encore là, ça, c'est ma business. Je te l'envoie pas, puis il applique directement, puis tu l'engages. Je peux pas te réclamer absolument rien. Là. C'est quoi la valeur que j'ai amenée, à part de peut-être avoir parlé trop vite de l'employeur avec qui je travaille, au candidat. Fait que, il y a une échelle de genre, mais au niveau des déconnexions, au niveau du marché, au niveau du salaire, oui, mais on essaie de pas on travaille pas avec eux autres. T'sais, moi, j'ai tout intérêt, parce que je suis au pourcentage du salaire, à ce que le salaire soit le plus élevé. Mais s'il n'y a pas de fit, il n'y a pas de fit. Fait que, tu sais, à un certain moment, un candidat qui me parle juste de salaire... Non, ça te donne un son de cloche. Ça me donne un gros son de cloche, puis ça me dit que je suis ouvert à un candidat qui a peut-être d'autres processus, ou encore que tout ce qu'il veut, il va prendre mon offre, puis il va aller voir son employeur actuel, puis il va prendre la contre-offre. Je veux pas investir. Il y a un paquet, si c'est juste le salaire, il y a un paquet de raisons pourquoi c'est peut-être pas le bon candidat. Fait que, on va le tester sur d'autres choses, puis on va l'amener, puis entre le salaire que tu espères, c'est quoi ton minimum, puis après ça, on va décider ensemble comment on te présente à l'employeur. Puis voir qu'est-ce qu'il y en a, mais on essaye d'encadrer ce framework-là. Est-ce qu'il y a un disconnect entre ce que les candidats cherchent puis ce que le marché est prêt à offrir? Je pense qu'il y a autant de candidats qui exagèrent qu'il y a d'employeurs en ce moment qui sont déconnectés du vrai marché. L'inflation, on la voit. Puis le pouvoir d'achat des employés, c'est une chose qu'à un moment donné, tu ne peux pas ignorer. Puis si ça l'augmente de 5 à 10 % mais que les salaires ne suivent pas, c'est le pouvoir d'achat qui est perdu. Puis en théorie, quand tu es longtemps dans une entreprise, ton salaire est supposé même augmenter au-dessus du marché. Logiquement, mais il y a des employeurs qui sont performants. Oui, c'était performant. À un moment donné, l'employeur doit reconnaître parce qu'il y a un coût à garder un employé, puis il y a un coût à l'employé. C'est quoi le coût c'est sûr, tu as cette évaluation-là, de perdre un employé ou remplacer un employé? J'ai vu bien des études. En général, ça va de 20 à 250 % du salaire de l'employé. Parce que perte de productivité dans l'organisation, augmentation des heures supplémentaires sur d'autres, coût d'intégration, business que tu dis non puis tu récupéreras peut-être jamais parce que tu es employé. Fait que tu sais, il y a un paquet de coûts directs puis indirects, mais c'est sûr que le coût il est important. Tu sais, le coût de formation d'un nouvel employé, il y en a qui disent que ça prend jusqu'à 6 mois avant d'avoir quelqu'un qui est intégré, up and running. Je pense que ça dépend des personnes, là, mais oui, il y a un coût qui est direct à perdre un employé. Moi, tu me disais tantôt, on a perdu 3, c'est quoi notre... Ben, justement, avez-vous fait une entrevue de départ? C'est pourquoi il est parti? Parce que moi, les candidats nous le demandent souvent. Je vais remplacer quelqu'un, c'est une création d'un nouveau poste, ou je remplace quelqu'un, pourquoi que la personne est partie? Je veux pas laisser ma job, si j'ai déjà une job, pour aller vivre le problème de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Le gazon, il n'est pas plus vert l'autre bord. Là. Non, il est différent. Ouais. Fait que, tu sais, à un certain moment, c'est quoi le terrain que tu veux retrouver? Puis c'est d'avoir l'image la plus claire. Fait que oui, ton entrevue de départ, des fois, peut être une occasion de garder un employé que tu connais déjà, mais au moins de savoir sur quoi travailler. Puis peut-être qu'il n'y a rien que tu pouvais faire, puis il s'en va, puis il est rendu là. Puis c'est correct. Mais si tu peux faire quelque chose, tu le fais. Oui, moi, je me souviens... un de nos employés qui est rendu en charge, il finalement n'est jamais parti. Il a pris une pause, mais c'était fou comment... C'est quelqu'un qui est un peu introverti, puis c'est correct, dans le cadre de son emploi, il faut du monde à l'interne, puis il faut qu'on balance dans le business. Puis en bout de ligne,
c'est juste que ce qu'on parlait, comment on se parlait, on avait des perceptions différentes de ça. Puis quand que ça a été fait, il a dit « Wow, les gars! » Puis aujourd'hui, on jase là, à tous les jours, plusieurs fois par jour. Puis il dit « Hey, c'est bien non cool. » Puis là, je dis « Hey, tu te rends compte, tu sais, là, 2 ans ou 3 ans, je pense, tu voulais partir. » Puis là, il fait « Ouais. » Mais il dit « C'est plus à ma game. » Mais je dis « Pourtant, tu sais, je dis « On vend des robinets, des toilettes, des lavabos. On vend encore toute la même affaire, mais je dis, c'est juste comment qu'on se parle. » Puis là, il dit « Ouais. » Il dit « Vous êtes bon là-dedans, gars. » Je dis « Non, mais c'est un travail d'équipe. C'est autant si moi, ce que je te donne, puis toi, ce que tu me donnes, n'est pas la même chose, ou qui se parle pas. » Tu parlais des... Tu sais, la communication, c'est tellement instantané ou quoi que ce soit, mais le sentiment de créer de la reconnaissance avec ce monde-là, puis de la communication, puis ça va de l'embauche jusqu'au départ. Parce que, tu sais, quelqu'un qui quitte, à la limite, là, je te parlais de l'autre qui a quitté, qui est allé 2 semaines, puis qui est revenu. S'il y a quelqu'un qui avait crié après parce qu'elle avait décidé de partir, en tout cas, jamais qu'elle serait revenue. Ouais. Jamais que cette personne-là serait revenue. Fait que, tu sais, ça revient un peu à ta marque, ton ADN d'entreprise, d'entrepreneur, de tout ça, ce que tu vas avoir. Puis, tu sais, la personne peut être partie, être heureuse parce qu'elle a le goût d'un autre défi. Puis, ses amis, pourquoi t'as laissé? Ouais, mais je la referais ta job, moi. Mais là, ouf, tout d'un coup, elle te réfère à quelqu'un aussi. Ça fait partie de l'écosystème. Fait qu'à un certain moment, comment t'intègres les employés? C'est pas juste... Tu sais, t'as besoin d'avoir un processus pour engager le monde, d'entrevue, tu sais, que ça soit smooth et le plus transparent possible. Après ça, comment tu l'accueilles, cette personne-là? Tu fais juste y installer un verre sur son bureau, puis tu lui donnes ses codes d'accès à l'ordinateur. Tu sais, il y a bien des façons de le faire. Comment tu le prends en charge? As-tu un programme de mentorat? Des choses... Bon, on commence à faire de la consultation, mais il y en a qui le font très bien, tu sais, en RH. Mais ça, c'est important pour une entreprise. C'est priorité numéro 1. Moi, je ne... Je suis un gars autodidacte, j'ai besoin. Puis, tu sais, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ouais, pas besoin. J'ai pris ça, j'ai mis ça de côté. Puis, tu sais, Nick, il m'a dit... C'est fou pareil, hein? Il dit, depuis qu'on a instauré ça, la seule personne qui a fait ça, c'est toi. Toutes les autres, ils arrivent, ils font... Oh, cool. Je sais ce que je fais le prochain mois et demi. Puis là, je suis comme, hey, moi, c'était débile, je voulais être sur la route, je voulais... Il dit, ouais, mais t'es tout seul. Il dit, c'est pour ça que t'es unique avec nous, mais c'est fou comment ça a une importance capitale. Puis je lisais une étude que, tu sais, le changement d'emploi, ça fait partie du top 5 des changements, des peurs que les gens ont dans leur quotidien. Changer d'emploi, déménager, je me souviens plus, une séparation. En tout cas, il y avait des affaires que tu te dis, OK, ça, c'est troublant. Mais tu sais, moi, j'avais jamais vu le changement d'emploi. Puis là, il a fallu que j'en prenne conscience durant le processus de recrutement de comment qu'on parle à la personne. Je sais que ça va être tough pour toi de ça. Regarde, dans combien de temps tu veux que je commence? Ben, moi, tu commencerais demain matin, mais je dis, tu sais quoi? Par respect pour ton employeur actuel, parle-lui, trouve un terrain d'entente qui est logique pour tout le monde, puis reviens-moi. OK. Fait que si il me demande un mois, ben oui, c'est parfait, parce que si un moment donné, ça ne fonctionne plus chez nous, j'espère pas, mais si jamais un moment donné, ça ne fonctionne plus chez nous, ben je voudrais que tu me traites comme ça. Oh, hey, la pression que ça enlève, mais... T'enlèves la pression, mais tu t'identifies aussi comme employeur dès le jour 1. Ça fait partie de l'intégration, comment que la personne va être accueillie, puis qu'elle se sent faire. Sauf que, tu sais, moi, souvent, je l'ai à conversation avec le client, parce que là, tu sais, c'est souvent en urgence. Ils ont besoin de la personne, ils veulent l'avoir le plus vite. Mais des fois, on l'attend, puis il y a des réalités qui sont hautes. Mais du côté du candidat aussi, regarde ta flexibilité au niveau du client, mais moi, je vais juste te dire que du moment, c'est pas tout le monde qui le prenne de la bonne façon quand tu dis que tu t'en vas. Exact. Tu nous le diras si jamais tu as une boîte des mains dans 1 heure. Peut-être, Eric, on parle de ça. On a closé le deal le matin, on a finalisé. Puis là, je parlais avec la personne avant de m'en venir. J'étais dans le corridor, je m'en venais au podcast, puis... Là, tu sais, j'ai dit, ouais, si... je peux juste te dire, regarde,
nous autres, on va te prendre quand tu vas être prêt. Je sais que c'est une période difficile. Ça va être le prochain 2 heures pour toi, là. T'aimeras pas ça, tu sais, donner ta démission, mais je peux juste te dire, peu importe comment que ça va se passer, lâche-nous un petit coup de fil, puis si c'est dans 2 heures, laisse-nous le temps de nous placer, on va trouver une solution, puis si c'est dans 1 mois, ben parfait, regarde, comment que ça va se passer, nous autres, on va dealer avec ça. Ah, ouais. Puis là, tu sais, il me dit, Bruno, sérieusement, là, tu m'as enlevé une tonne de briques parce que je voulais pas me retrouver pas de job. Là, des fois, tu ne retrouvais pas de job, d'être obligé d'annoncer à toi, parce que là, tu as une transition, que là, tes vacances ne fonctionnent plus, ou qu'il n'y a plus ci, ou qu'il n'y a pas ça. Parce que des fois, il y en a qui vivent ça, il y a des choses qu'ils ne te partagent pas. Puis là, mais ouais, c'est parce que j'avais des vacances de prévues, puis là, ça tombe, là, je pourrais rentrer 1 semaine, 2 semaines. Bon, regarde, au pire, aller, on va trouver une solution. Normalement, quand c'est pour les vraies raisons, il n'y en a pas vraiment de problème là-dessus. Quand c'est fait pour les bonnes personnes, avec les bonnes entreprises ou aussi avec les bonnes valeurs. Là. Mais, Tantôt, on parlait, Eric, des meilleurs, le domaine d'IT, que c'est la course, puis ça doit être un des pires domaines au niveau de la course. Y a-t-il des domaines que c'est piece of cake, là? T'arrives, t'as un mandat là-dedans, parfait, ça va bien, ça va se faire. Les 2 pieds, walk in the park. Là. Y a-tu des domaines qui sont plus faciles que d'autres? Là? Dis-moi pas la construction. C'est ton domaine, Eric. Non, je te dirais, non, il y en a pas vraiment. Des fois, il y a un facteur de timing, facteur de gens. Trouver un gestionnaire immobilier pour du condo d'expérience, là, en général, quand ils ont de l'expérience, ils sortent du condo. Ils veulent pas rester comme gestionnaire de condo. Mais tu regarde, ça a été une de mes embauches les plus vite. Je pense que j'ai signé le mandat, puis là, je me disais, le client va-tu trouver que c'est trop cher? Il nous appelle vendredi, on sédule un appel conférence avec le comité de gestion. Là, je me dis, ça va être long, les syndicats de copropriété, prendre une décision. Mais, ils nous contactent, je les traite. Rencontre à 1h le lundi, il signe le contrat à 2h, il rencontre mon candidat à 4h, le contrat était signé à 8h30 le lendemain matin. Ouais, et mon candidat n'avait pas le profil que la personne m'avait donné. Mais je l'avais laissé parler, puis j'ai dit, pour moi, c'est un beau profil, mais pour telle raison, tu aurais besoin de ça. Dit, ouais, ça a de l'allure. Mais ça, c'est l'avantage de connaître un peu l'industrie aussi, puis ça a donné que j'avais quelqu'un que j'avais eu en processus ailleurs, qui n'avait pas été retenu, puis qui était disponible là. Fait que ça, c'est une celle, je te disais, qui a été placée pour 4 jours semaine. Parce qu'elle fait de la peinture maintenant aussi, la 5e journée. Là, fait qu'elle est capable de répondre au téléphone, mais elle fait les choses. Mais ça, c'est rare. Nous autres, on appelle ça les prix gâchettes chez nous. Là, je pense j'en ai 2 ou 3 que j'ai fait à l'intérieur d'une semaine. Fait que, des super faciles avec des processus. Non, il n'y en a pas. Il y a des profils que si tu sais, si tu tombes dessus, tu vas avoir 3-4 clients. L'autre fois, on a eu quelqu'un qui est sorti d'un bureau d'ingénierie. 3 minutes. 15 ans d'expérience en mécanique du bâtiment et en plomberie comme dessinateur. C'est prime. Puis elle nous a appelés, puis elle a dit, regarde, je viens de perdre ma job. OK, oui, il y a des projets qui tombent, dépendamment de l'industrie que t'es. Je me donne 1 semaine. Avez-vous des postes à me proposer? On lui a proposé 2 clients. 3 clients. Elle nous a clairement dit les autres processus qu'elle avait même appliqué directement. Ça, c'est à un certain moment, là, mais je savais que j'aurais quelqu'un. J'attendrais pas 72 heures pour avoir une réponse là-dessus. Je l'ai envoyé au VP directement chez un de mes clients. 5 minutes plus tard, j'avais une réponse quand est-ce que je peux la rencontrer. Moi, je l'ai envoyé à 2 de mes clients, puis il a été 2 des 3 finalistes, si on peut dire, là, dans sa shortlist. Elle en avait une dizaine qu'elle avait rencontrées. En fin de compte, elle a choisi la 3e parce que mère au foyer, bureau plus proche de la maison. Fair. Des raisons que je peux pas faire déménager mon client pour engager une personne. Mais oui, des profils comme ça, quand tu tombes sur un ou une, ben tu sais que ça va bien faire. Un simulateur en efficacité énergétique, à un certain moment, après ça, tu trouves le fit. Là. Mais t'as-tu tombé justement une situation comme ça où tu présentes ça à 3 employeurs, les 3 font parfait, on la veut,
Puis là, c'est toi qui fais, bon, on signe où? Tu sais, parce que là... Moi, je suis juste un guide. Hein. C'est comme l'histoire des surenchères en immobilier ou quoi que ce soit. Tu le traites de la même façon. Tu favorises pas un par rapport à l'autre. Puis est-ce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais tu vas favoriser ton client si des fois je t'ai envoyé ton candidat chez le client d'un autre de tes collègues? Tu sais, je te donne l'exemple ou ailleurs. Au bout de la ligne, je pense que c'est plus payant de... Tu sais, c'est le candidat qui se trouve la bonne place puis qui soit heureux. Tu présentes les choses comme il faut. Tu sais, de la bonne façon, professionnelle. Tu essayes d'imposer un rythme pour tout le monde là-dedans, puis des conditions qui vont faire que ça va être fair pour tout le monde. Puis tu ne désavantages pas. Parce que sinon, c'est ta responsabilité, ton intégrité, ton professionnalisme, tout ça. Mais tu dois jouer aussi au conseiller un peu, parce que, tu sais, une fois que tu amènes un candidat, veux pas, tu vas l'épauler. Mais il y a des marchés, oui, effectivement, où est-ce que c'est tellement dur d'aller chercher. Tu sais, on le voit, nous autres, on a une grosse pratique en cabinet comptable. Tu trouves un fiscaliste selon telle affaire ou quoi que ce soit, tu l'envoies à 10 personnes. Puis tu peux en avoir 3 ou 4. Puis tu sais, c'est même plus, nous autres, on appelle ça de la pêche, plus que de la chasse. C'est-à-dire que tu vas chercher le candidat, puis après ça, tu le présentes. Est-ce que j'ai cette dynamique-là en immobilier? Pas vraiment. Si je faisais l'évaluation dans le résidentiel, peut-être quand le marché est hot, puis je trouve un développeur, mais tu sais, c'est beaucoup dans le non-résidentiel. Fait qu'il y a des fits de profil dépendamment de l'employeur. Fait que tu sais, j'ai 4-5 clients dans l'industrie, mais c'est rare que ça va fitter pour plus que 2 ou 3. Souvent, c'est très clair que c'est pour un dans son profil. Mais il y en a certains que je vais envoyer à 2-3 personnes en même temps. C'est ça la game. C'est ça la job. C'est ça la job, c'est ça la game. Puis à un moment donné, c'est là que ça devient différent. Je te disais, ceux-là qui travaillent en exclusivité tantôt, tu réserves les candidats chez les gens. Peu importe où est-ce que c'est ton candidat, puis même le client va te payer un retainer sur ces mandats-là. Ouais. Fait que tu y réserves le candidat que tu y amènes. Tu peux pas l'envoyer ailleurs. Tu sais, si quelqu'un sur un poste de 200 000 va me payer, puis la plupart du temps, justement, pour cette exclusivité, vont charger de 25 à 35 % du salaire de la première année pour la job de reporting, puis le kit, mais aussi pour... Ils vont prendre un tiers upfront, tu sais, ben, tu vas peut-être juste travailler pour un tiers, tu sais, à un certain moment, parce qu'il l'engagera peut-être pas. Des fois, ces postes-là, ils tombent aussi. Ils peuvent tomber pour moi, mais ils tombent pour eux autres aussi. Fait que, non, après ça, c'est ta réputation, c'est de faire de la bonne business avec le monde. Puis si la personne te fait pas confiance. Tu sais, mon client, je te disais, j'en ai fait une trentaine. Première rencontre, il m'a dit, Eric, je me suis fait avoir, puis tu sais, j'en entends parler, échaudé par d'autres chasseurs de tête. J'en ai entendu des histoires qu'un chasseur de tête, après 3 mois, rappelait le candidat pour le replacer ailleurs. Puis souvent, ces personnes-là, tu les vois pas après 2-3 ans dans le marché. Question de temps. Ça dure pas. Là. Tu sais, moi, je suis pas membre d'un ordre. J'ai pas de code de déontologie. L'éthique, c'est ma réputation, puis celle qui va bien avec moi, puis qu'est-ce qu'il y en a. Puis après ça, c'est le cadre du bureau, si on le partage à travers tout ça. Puis scraper son nom, mon père me dit tout le temps, ton nom, là, peu importe ce que tu vas aller, ton nom va être tout le temps être là. Assure-toi que ça soit un bon nom. Le reste, là, c'est le timing. Les opportunités vont venir, mais ça, si tu commences à scraper ton nom d'une place à l'autre, là, ça va être difficile à aller. T'sais. Eric, on arrive à la fin de l'entrevue. Déjà? Oui, je te l'ai dit, ça allait aller super vite. J'ai 2 questions. De quoi tu es le plus fier? J'allais dire, c'est une base personnelle d'avoir trouvé mon X à travers toutes les expériences que j'ai eues. Au niveau professionnel, je t'avais parlé de Patrice tantôt avec Benoît, mais tu sais, j'ai eu un de mes bons clients qui sont des amis, puis tout ça, Groupe Alfid, qui était dans les 3 finalistes pour la gestion de la Bellatour Banque Nationale, qui là continue à donner l'équipe par eux autres pairs. Mais je leur ai donné un coup de main sur un mandat qui n'existait pas encore. Tu sais, dans le sens où est-ce que c'est pas comme je suis gestionnaire de tel endroit, j'ai besoin d'un employé. Non. On a besoin de monter une équipe on est dans les 3 finalistes comme gestionnaire. Puis, tu sais, je veux dire, c'est leur dossier à eux autres qui a permis de gagner le contrat de gestion, mais je pense que j'ai contribué à ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je regarde les 3 personnes qui sont là. Avant le projet, la tour n'est pas finie, mais qui sont là tous les jours. Puis, tu sais, qui traitent, puis qui rentrent. Non, ça c'est probablement, là, tu sais, c'était un des plus beaux mandats qui avait peut-être pas disponible à Montréal. Je l'ai eu par confiance. Tu sais, des clients, mais je l'ai livré. J'ai livré où est-ce que même, tu sais, dans l'appel d'offres,
il y avait une des personnes qui a été présentée, qui est aujourd'hui une personne clé dans l'histoire, mais qui n'était pas prévue. Puis moi, j'ai dit, non, ça prend quelqu'un comme ça dans l'équipe. Puis le client l'a mis comme optionnel dans l'appel d'offres, mais le client, le gestionnaire, puis le client, il a dit, ah oui, c'est naturel. Puis, tu sais, c'est peut-être... oui, ça fit tellement, puis... Fait que ça, c'est probablement mon mandat pour l'instant là, que je suis le plus fier là, d'avoir réalisé. Là. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme... je sais qu'il te reste encore plusieurs années, mais qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage à l'industrie de l'immobilier? Parce que tu as été un pionnier sur plusieurs dossiers. Tu fais encore évoluer d'une certaine façon le marché. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent? Honnêtement, je l'avais vu dans la liste de questions. Je me suis posé la question, j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit, est-ce que spontanément, il y a quelque chose qui va sortir? Non, je te dirais peut-être juste la mémoire de quelqu'un qui était accessible et qui a essayé de faire son mieux pour aider les clients là, à trouver, pour monter des belles dynamiques, des belles équipes qui ont du plaisir. Là. Moi, quand je rencontre du monde qui sont là longtemps, j'aime pas quand les candidats... Là c'est sûr, là, mais je te dirais dans 20 ans, de voir du monde qui sont dans les premiers que j'ai placés, puis avoir encore en poste, puis avoir l'idée, sur le long terme, que je peux avoir un impact. Pas juste des 3-5 ans, comme nous autres, on l'a fait beaucoup, là. C'est probablement, ce qui me rendrait le plus fier de dire, d'avoir du monde sur le long terme, d'avoir trouvé des partners pour des business, des personnes qui ont fait de la différence, puis qui ont vraiment aidé. Moi, ce serait probablement le côté le plus marquant pour moi. Toi, on verra, ça va peut-être changer. Exact. Mais je peux juste te dire une chose, tu as de quoi être fier de ton parcours. C'était un gars qui n'a pas froid aux yeux. J'aime ça. Un entrepreneur qui fonce, moi, ça me stimule beaucoup. C'est pour ça qu'on a fait le podcast. Moi, le but, c'est que moi, je tripais entrepreneur, je tripais l'individu. Puis t'es un gars humain qui dit les vraies choses. Puis je pense, tu as partagé ton histoire, puis... je crois que les auditeurs vont avoir vraiment trippé. Je peux juste te dire un gros merci, Eric, c'est moi qui me remercie de l'opportunité. C'était un plaisir. On s'était connus avant, mais pas autant qu'aujourd'hui. Puis on va sûrement se recroiser. Ça, je suis zéro inquiet. On va se recroiser sur les comités. Fait que je vais prendre 2 secondes pour remercier ma gang. Antonella, Mylène, Diane, merci beaucoup, mesdames, pour tout le marketing alentour du podcast, de mettre ça en place. Nick, Fred, Pierre, merci les boys de me donner l'opportunité de faire ça. C'est le plus bel job au monde. Studio SF, encore une fois, super accueil. Nick, PH, Dom, merci d'avoir mis ça en place aussi. Les gars, c'est ceux qui veulent louer le studio, partir un podcast. On est rendu à, je sais plus combien d'épisodes, mais c'est dans les 70-80. Fait que... puis encore une fois, un gros merci, Eric, de ta présence. Les auditeurs merci encore. Grandement apprécié, je suis pas mal sûr. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec parcours d'un autre entrepreneur au milieu de la construction. Donc sur ce, bonne semaine.